Bonsoir Jean-François Copé. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Ancien ministre, maire LR de Meaux. Avant de vous entendre sur tous les sujets sur lesquels on a envie de vous interroger, Luc Brisson de la cellule Vrai ou Faux nous a rejoint comme tous les soirs à 7h. Bonsoir Luc. On a beaucoup parlé de la dépendance que nous avons envers les États-Unis ces derniers jours, que ce soit en termes de défense ou de services. Hier, vous nous parliez du système de paiement. Mais est-ce que les États-Unis sont aussi dépendants de nous ? Écoutez ce que disait à ce sujet le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Si certains semblent aujourd'hui l'oublier, rappelons que les États-Unis ont un besoin vital de l'Europe. Les grandes entreprises du numérique réalisent un quart de leur chiffre d'affaires et sans doute la moitié de leurs profits en Europe. Donc Luc Brisson, vrai ou faux, les États-Unis ne peuvent pas se passer de nous, eux non plus ? Alors là, si on reprend l'exemple de Jean-Noël Barrot, il y a vraiment une question d'interdépendance. Puisque c'est vrai, nous, Européens, on est dépendants des services de ces géants du numérique américain, mais ces géants du numérique américain sont aussi bien contents de pouvoir vendre leurs services en Europe. Mais on peut aussi regarder d'autres données. Par exemple, si on prend la balance commerciale entre l'Europe et les États-Unis. Ça peut paraître surprenant, mais nous, en Europe, on exporte davantage de biens vers les États-Unis qu'on en importe. Regardez, c'est assez clair ces dernières années. Rien qu'au troisième trimestre 2025, par exemple, l'UE a exporté 130 milliards d'euros de biens vers les États-Unis et n'en a importé que, entre guillemets, 90 milliards. Donc cette balance commerciale déficitaire pour les États-Unis, ça ne plaît pas du tout à Donald Trump, qui aimerait que tout soit made in America, mais les États-Unis ont besoin des produits français, des produits européens. Dans quel secteur, par exemple ? Alors, par exemple, on peut prendre les secteurs des produits pharmaceutiques, mais aussi les pièces mécaniques pour l'industrie. On peut prendre le cas de Boeing, parce que oui, Boeing, pour fabriquer ses avions, se fournit en Europe et se fournit en France, notamment, regardez, puisque c'est Safran qui fournit les moteurs et les systèmes de propulsion, Thales fournit des systèmes électroniques et l'Ateco Air fournit les portes passagers par lesquelles on embarque. Donc, s'il n'y a plus de pièces françaises, il n'y a plus d'avions pour Boeing. Et c'est pareil, finalement, pour les entreprises d'automobiles, puisque les constructeurs comme Ford, comme General Motors, comme Tesla, dépendent par exemple des Allemands pour les systèmes de freinage Bosch et les boîtes de vitesse ZF, et dépendent aussi des systèmes d'aide à la conduite de l'équipementier français Valeo. Et dans des secteurs très stratégiques aussi, comme celui des semi-conducteurs, les États-Unis se fournissent aussi en Europe ? Oui, il y a une entreprise néerlandaise qu'on ne connaît pas beaucoup, mais qui s'appelle ASML. Et cette entreprise néerlandaise, c'est la seule au monde à réussir à fabriquer avec autant de précision une machine qui permet de tracer, vous savez, les lignes sur les puces électroniques. C'est la seule entreprise qui arrive à le faire avec à fabriquer une machine qui le fait avec autant de précision. Donc, ASML a une situation de quasi-monopole mondial sur le marché. Donc, c'est elle qui fournit les géants des semi-conducteurs américains comme Intel, comme AMD. Donc, les États-Unis ont besoin du savoir-faire européen, y compris dans ces secteurs les plus stratégiques. Merci Luc Brisson pour ces explications. Je rappelle le rendez-vous avec toute l'équipe de Vrai ou Faux. C'est le samedi à midi et le dimanche à 20h. Jean-François Copé, ancien ministre et maire LR de Meaux. Commençons avec ce psychodrame de ces derniers jours, cet affrontement entre les États-Unis et l'Europe autour de la question du Groenland. Alors il y a ce recul de Donald Trump. Les Européens sont réunis ce soir en sommet extraordinaire à Bruxelles. Écoutons Emmanuel Macron à son arrivée tout à l'heure. Nous sommes revenus à une situation qui me paraît beaucoup plus acceptable, même si nous restons vigilants. Et donc ce qu'il faut en conclure, c'est que quand l'Europe réagit de manière unie, en utilisant les instruments qu'elle a à sa disposition, et tandis qu'elle est menacée, elle peut se faire respecter. Et c'est une très bonne chose. Est-ce que le président de la République a bien réagi dans cette crise ? Est-ce qu'il a trouvé les bons mots, le bon ton ? Bon, écoutez, on peut toujours faire l'exégèse. Moi, je pense que la position de fermeté, on l'attendait depuis très longtemps, a été la bonne. Et ce qui est très intéressant, c'est parce qu'une fois qu'on a fini de dire « ça y est, on a basculé dans un autre monde, on a été trahi par notre allié historique », tout ça, je crois maintenant c'est clair, ça ne sert à rien d'y revenir, c'est un fait, triste, mais c'est ainsi. Mais je note une chose, c'est que lorsqu'un dirigeant populiste, c'est-à-dire avec une approche qui fait fi de l'état de droit, des règles internationales, de la tradition, des alliances, pour piétiner tout cela au nom d'intérêts stratégiques qui s'apparentent à de la prédation. Quand on est ferme, c'est pas comme si on l'était pas. Voilà. Et je note que pour la première fois, l'Europe,
en tout cas ses personnalités les plus importantes, ont dit le Groenland, on n'y touche pas. Alors, bien entendu, les choses sont toujours plus subtiles et on verra certainement au fil du temps un certain nombre de difficultés. Mais néanmoins, j'ai vu pour la première fois un président des États-Unis qui ne pouvait pas aller plus loin que ce qu'il avait dit. Et c'est toute la difficulté. Parce que quand un dirigeant populiste qui utilise, et Trump en use et en abuse, la force et le chantage, voit une opposition et qu'il recule, là, il perd en crédibilité. Et c'est, de mon point de vue, finalement, ça vient s'ajouter à toute la liste qui s'allonge chaque jour des reculs et des très faibles résultats de Trump depuis le début de son offensive tous azimuts. Et ça, je pense que c'est à méditer à la fois du point de vue international, mais même du point de vue national. Alors, est-ce que vous ne regrettez pas finalement d'avoir préconisé comme solution que Emmanuel Macron s'en aille, ou alors dise qu'il allait s'en aller bientôt? Il serait affaibli aujourd'hui par rapport non, Parce que là, vous ne l'avez pas cité directement, mais c'est quand même lui qui a pris le leadership de cette espèce de résistance à mais Donald Trump. là, je ne regrette pas du tout. L'Ukraine également. Non, mais le prix que nous payons, que la France paye au maintien d'un président aussi affaibli est considérable du point de vue international comme du point de vue national. Je pourrais en parler des heures, mais moi je considère qu'il aura commis une faute historique en se maintenant à n'importe quel prix. En dissolvant ou en se maintenant à n'importe quel prix? À partir du moment où il a dissous et qu'il n'avait pas de majorité, la seule chose qu'il aurait dû faire, et ça pour le coup c'était gaullien, il parle souvent du général de Gaulle, c'était de dire je partirai non pas tout de suite, mais dans 6 mois, 8 mois. D'ici là, je demande aux formations politiques de prendre leurs dispositions, d'engager un débat avec les Français, de désigner leur candidat, qui est une nouvelle donne politique, parce que la France est ingouvernable. En refusant de faire cela, le même, pour prendre cet exemple qui nous éloigne, mais on va revenir après à la politique internationale, le même qui il y a 2 ans disait la réforme des retraites est vitale pour le pays, dit aujourd'hui c'est moins vital pour moi de rester au pouvoir. Donc, de mon point de vue, c'est absolument catastrophique. Après, pour le reste, là, aujourd'hui, sur ce sujet, il a eu la bonne réaction. Et j'ai envie de vous dire, tout responsable de haut niveau qui ne soit pas partie prenante d'un parti populiste, parce qu'on les mains liées avec les... oui, parce que vous voyez bien, imaginez une seconde, le très très jeune Bardella face à Donald Trump, s'il était à l'Élysée, c'est inouï. Vous imaginez la honte. Ça ne tiendrait pas 5 secondes. Bon, donc on a, nous, évidemment, par rapport à tout ça, besoin de reconstruire complètement notre feuille politique par rapport au parti populiste. Mais en tout cas, sur ce point précis, moi, ce que je veux simplement dire, c'est que je regarde évidemment très attentivement, comme je crois, toute la planète, le comportement de Trump, et je constate que cette vieille règle qui est intangible, que lorsqu'un dirigeant populiste, qui va par la force et par le chantage, voit en face de lui des gens qui lui résistent et qu'il est obligé de reculer, il se discrédite. Et ça commence à faire pas mal de sujets, en vrai. On parle un peu de politique intérieure, puisqu'elle est regardée, y compris par les Américains. On a entendu le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, dire M. Macron devrait plutôt s'occuper de ses affaires budgétaires. Vous avez souvent dit, Jean-François Copé, je veux de l'ordre dans la rue et dans les comptes publics. Est-ce que le budget qui a commencé à être adopté cette semaine, est-ce que c'est un bon budget? Est-ce qu'il est acceptable? Non, bien sûr que non. C'est une honte. Malheureusement, nous vivons un calvaire. Et pour moi, qui étais ministre des Finances en des temps où nous réduisions les dépenses publiques, les impôts, le déficit et la dette, du temps de Jacques Chirac, c'est une horreur de voir ce que nous voyons. Bon, d'ailleurs, je récuse le terme de compromis. C'est pas un compromis, c'est une compromission, parce qu'en vérité, le gouvernement a cédé au chantage du PS, qui nous a expliqué par la voix de son secrétaire général qu'en réalité, il voulait se dissocier de LFI, mais il ne s'est pas dissocié de LFI, M. Faure, en se présentant comme un homme de gouvernement, mais plutôt comme un démagogue qui en est allé à la surenchère fiscale. Oui, mais c'est un petit peu comme Donald Trump. Si Olivier Faure passe son temps à demander des choses et qu'en face, il n'y a pas un mur qui Bien sûr, vous avez totalement raison. Non, mais de ce point de vue, vous avez raison. Et en vérité, tout ça est absolument honteux. Il fallait faire quoi? Faire comme Franck Louvrier le dit, le maire de La Baule, en disant qu'en gros, il fallait voter la censure? Je pense surtout que maintenant que comment on dit, le lait est renversé, on n'a plus le choix. Mais en réalité, c'est beaucoup plus en amont qu'il aurait fallu entamer une discussion. C'est-à-dire que là où, de mon point de vue, notre famille politique a souffert de ces divisions, c'est que
Elle aurait dû afficher une position et ne pas en sortir et négocier un certain nombre de choses. Et à l'exception notable de Philippe Juvin, qui, je veux dire, a été absolument formidable dans cette période, le rapporteur du budget. Mais sinon, nous n'avons pas été unis sur cette affaire. Et donc du coup, en fait, on a cédé des horreurs. Et la surtaxe à l'IS, sur les grandes entreprises, dans la période que nous connaissons... Vous amis de... Moi, je ne suis plus député, puisque dans la catégorie des bêtises, on interdit aux maires qui sont sur le terrain d'être députés. Alors, donc, par définition. Vous êtes encore aux Républicains. Ah, mais je l'ai dit 10 fois. Bon, alors, vous leur avez dit... Et c'est quoi ? C'est à cause de la rivalité Wauquiez-Retailleau ? C'est à cause de... Oui, je pense que les querelles de personnes, évidemment, ont joué. Mais je pense surtout qu'au-delà de ça, nous avons un vrai problème de ligne politique. Et là, pour le coup, nous avons derrière ça un problème de leadership. Car en réalité, on en vient toujours à la même chose. La droite, elle a besoin d'un chef. Et aujourd'hui, elle n'a pas de chef. Donc chacun a un avis personnel. Oui, mais quand on a trop, c'est qu'on n'en a pas. Ouais. Donc en réalité, pour moi, le vrai sujet, c'est qu'au lendemain des municipales, maintenant, il faudra tout remettre à plat et réfléchir franchement à ce que nous sommes capables de faire ensemble. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en fait, les Républicains, qui sont un parti de gouvernement, mais également le parti d'Édouard Philippe, les macronistes de droite, doivent avoir une réflexion qui soit courageuse. C'est-à-dire qu'on doit renouer avec le vrai courage politique. Je prends un exemple, le Mercosur. La discussion avec le Mercosur n'a jamais été partagée avec les Français. Ça fait plus de 20 ans que cette discussion a eu lieu. Il n'y a pas eu un responsable politique d'un parti de gouvernement pour prendre le temps de dire que s'il y avait, il est vrai, des filières agricoles, et notamment l'élevage, qui étaient directement concernées et qu'il fallait absolument protéger, le reste, c'était plutôt... nous ne pouvons pas ne pas remettre tout ça en perspective et dire d'un côté on a peur de Trump et de ses droits de douane, et en même temps on ne va pas chercher d'autres régions du monde avec lesquelles commercer. Personne n'a eu le courage de dire ça, et y compris dans ma famille politique. Et oulala, il fallait vite y aller. Les agriculteurs. En même temps, Nathalie Sacré, les agriculteurs, vous avez énormément de filières qui sont directement gagnantes, qui sont directement gagnantes du Mercosur, et qui, pour des raisons que je peux parfaitement comprendre, avec quelques difficultés, est en première ligne, vu la violence de certains autres. Et puis derrière, vous retrouvez qui ? Le Rassemblement National. Vous parlez de la coordination. Bien entendu. Ne pas faire la traduction simultanée, il faut nommer les gens. C'est le Rassemblement National, c'est l'extrême droite, je ne sais pas, vous voulez d'autres noms. Non, je parle pas de ça, je parle de la coordination. De la coordination rurale a été agitée directement par le Rassemblement national. Ils sont complètement coordonnés, c'est le cas de le dire. Mais tout le monde le sait. Bon, donc en réalité, face à cela, il n'y a pas eu de courage politique de la part des partis de gouvernement qui ont été à la remorque des partis extrémistes. Bon, et le pire étant quand même Emmanuel Macron, qui a quand même défendu pendant des années ce traité, pour ensuite aller dire à ses collègues européens, vous comprenez, je suis obligé d'être contre, parce qu'il n'y a pas de partis politiques qui sont pour. Bon, là, on retrouve tout à fait le problème d'un président qui est un colosse au pied d'argile. Alors, revenons à la situation politique de votre parti LR. Vous avez reconnu qu'il y avait un problème de ligne politique et de leadership. Ça se traduit sur le gros sujet difficile chez vous, celui de l'union des droites. Vous êtes contre l'union des droites. Pourquoi vous dites l'union des droites ? C'est pas l'union des droites, c'est de savoir. Mais vous êtes relativement seul. C'est ça que j'allais. On va revenir au concept de solitude après. Mais l'union des droites, c'est une imposture. Bon, la réalité, c'est de savoir si le parti de gouvernement, qui a justement comme vocation d'avoir un discours responsable, de ne pas sombrer dans le simplisme, dans le charlatanisme qui fait croire qu'on peut tout régler en renversant la table. Va se compromettre avec un parti extrémiste, populiste, qui fait croire aux gens que lui va régler tous les problèmes en claquant des doigts et en faisant un peu ce que fait Trump. Vous voyez le désastre. Et il y a, par rapport à ça, tout un mouvement bien connu de prophétie auto-réalisatrice qui consiste à dire de toute façon, je ne sais même pas pourquoi on se bat, puisque de toute façon, ce sera le très très jeune Jordan Bardella. C'est bien de le rappeler, parce que de temps en temps, il faut quand même se rappeler qu'il s'agit de présider aux destinées de la France. On n'est pas sur un... Là, vous êtes comme Xavier Bertrand, là, pour le coup. Non, mais attendez, Nathalie Sacré, on n'est pas en train de savoir qui va s'occuper de l'amicale des joyeux pinsonnets du dimanche. On est en train de savoir qui est capable de porter une politique publique pour sauver notre pays. Bon, alors, j'espère qu'il y a un moment où, dans votre profession, on va faire son travail et on va être aussi exigeant à l'égard de ce que racontent les gens du RN et de LFI que vis-à-vis des partis de gouvernement. Parce que je rappelle quand même que, pour l'instant, on est plutôt dans la phase
d'extase. Voilà, c'est frais, c'est printanier, on ne va surtout pas le déranger. Quand on interviewe Bardella, c'est pour lui demander s'il ne fait pas comme Chirac, la Tour de France. Et de l'autre, vous avez Madame Le Pen qui vote 40 milliards de hausse d'impôts avec LFI. Bon, et lui, il dit qu'il aime les entreprises. Il y a un moment, il va falloir quand même assurer. Donc moi, pour répondre à votre question très clairement, il y aura évidemment un schisme. C'est-à-dire qu'il y a des gens au sein qui de vont LR. dire... pas seulement de LR. Il y a des gens qui vont forcément, à un moment ou à un autre, dire nous, on va avec le RN parce que on voudrait gagner à tout prix. Très bien, parfait, c'est leur histoire. Et puis, il y a toute une série de gens qui vont dire écoutez, nous, non, en fait. Alors, ils seront peut-être minoritaires au début, mais vous savez, moi, j'ai vécu Chirac-Balladur. C'était Balladur qui gagnait quoi qu'il arrive. Enfin, il n'y avait même pas de débat. Et puis, la fin de l'histoire, vous vous en souvenez, les petits jeunes que nous étions à l'époque, c'était très longtemps, François Baroin, votre serviteur, on était quelques-uns, Renaud Muselier, enfin, on peut les citer. On était autour de Jacques Chirac, on nous promettait les galères, et puis Jacques Chirac, il a gagné. Voilà. Et donc, quelque part, je pense que les histoires un peu trop vite écrites, trop longtemps à l'avance... se terminent différemment. Parfois, ça peut terminer différemment. Vous avez tout à l'heure fait une allusion à Nicolas Sarkozy, ou alors j'ai rien compris? Ah, vous n'avez rien compris. Je vous ai dit que les comparaisons que j'entendais de temps en temps de Jordan Bardella avec Jacques Chirac. C'est Nicolas Sarkozy qui l'a fait, cette comparaison. Il a dit il me fait penser au RPR du temps de il n'y a pas que lui qui l'a fait. Il fait partie de l'arc républicain, il me fait penser à Jacques Chirac. Alors oui, mais on peut reprendre tous ces points. L'arc républicain, moi je conteste complètement cette idée d'être dans l'arc ou pas dans l'arc républicain. C'est tout parti légal et par définition dans l'arc républicain. Donc il n'est pas question de ça. D'ailleurs, je considère que Macron, entre autres choses, a été irresponsable, a appelé les Français entre les deux tours de cette dissolution scandaleuse à dire front républicain avec LFI, avec ce parti d'extrême gauche contre le parti d'extrême droite. Et donc en réalité c'est pareil. Mélenchon-Le Pen, c'est exactement la même chose. Et il faut que les gens de gauche l'entendent, parce que vous avez tas de gens de gauche très honnêtes et qui ne voient pas que s'allier avec Mélenchon, comme l'a lamentablement fait fort... Et le PS et le RN, c'est la même chose? Compromis. Jean-François Copé, le PS et le RN, c'est la même chose? Entre un candidat PS et un candidat RN, vous choisissez lequel? Non, mais pour moi, les choses, elles sont très simples. Le Parti socialiste, c'est compromis. Parce qu'à partir du moment où il a choisi de faire l'alliance avec l'extrême gauche, alors que l'honneur de la droite est de n'avoir toujours refusé de faire l'alliance avec l'extrême droite, le fait que le Parti socialiste se soit compromis avec Mélenchon, ça les discrédite, mais totalement. Il vient de prendre ses distances quand même assez clairement avec LFI. Non, mais alors écoutez-moi. Le coup de prendre ses distances entre deux élections, alors là, ça vaut pas. Hein, vous savez, comme disent nos enfants, ça vaut pas. Moi, ce qui m'intéresse juste, c'est aux élections. Voilà. Est-ce que au municipal, entre les deux tours, il n'y en a pas qui vont craquer? On va regarder. Ah oui. Alors, justement, sur les municipales, on a l'impression que sur le terrain, comme on dit, l'union des droites ou cette espèce de combination... Non, c'est pas l'union des droites. C'est une éventuelle compromission d'un parti de droite avec l'extrême droite. Donc, on a l'impression que entre les LR et le RN, il y a pas mal de microclimats qui font que pour les municipales, en gros, ça va fonctionner et que la base vous renvoie cette volonté d'union des droites. Est-ce que vous avez cette impression? Enfin, écoutez, j'ai toujours entendu ce que vous appelez la base. J'ai toujours entendu partout des militants de l'UMP autrefois, des électeurs de droite, dire mais pourquoi on ne fait pas l'alliance avec l'extrême droite alors que le PS fait l'alliance avec l'extrême gauche? Et pour ce qui me concerne, j'ai toujours été extrêmement clair, je l'étais lorsque je présidais l'UMP, mais non seulement c'est non, mais vous savez, j'ai toute une batterie d'éléments de réponse pour l'argumenter, pour le développer sur le plan économique, sur le plan de l'histoire, etc. Et parfois, quand j'en ai marre de donner toutes les raisons pour lesquelles il ne faut pas le faire, je dis on ne va pas le faire parce que c'est comme ça. Voilà. Il y a un moment où ça renvoie quand même à notre humaine condition qui est de se dire finalement quel est le rôle du chef. C'est pas de suivre ses troupes tout le temps, c'est de cheffer. Voilà. Et si je peux me permettre, parmi les innombrables différences qui peuvent opposer Jacques Chirac et Jordan Bardella, il y a aussi donc Nicolas Sarkozy a légitimé d'une certaine manière ce genre de choses. Mais il a choisi. Mais encore une fois, c'est une bascule qu'il a choisi de faire. Mais pour ma part, je ne la ferai jamais. Voilà. Vous avez dit on sera peut-être seul, pas nombreux, pardon. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est vous. C'était en disant. C'était une question qui m'était posée. Oui. Et j'ai dit je ne sais pas combien nous serons à la fin. Bon. Mais peut-être que. Mais vous savez qu'aujourd'hui vous n'êtes pas très nombreux. Il y a vous, il y a Xavier Bertrand. Il y a Michel Barnier. Michel Barnier, il y a Valérie Pécresse, il y a Philippe et Michel Tabarot, il y a un certain nombre d'autres. Vous savez, si vous me citez les élus qui veulent faire l'alliance avec le RN aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup qui se sont déclarés.
Vous avez entendu qui? Vous avez entendu un peu le David Lisnard, oui. Vous avez entendu qui est le énième, Futur candidat. 12e candidat à la Non, beaucoup présidence, plus que ça. ou 15e, je ne sais plus, j'ose plus compter. Vous avez effectivement Laurent Wauquiez qui veut faire une primaire avec Sarah Knafo, c'est-à-dire avec l'extrême droite. C'est non. Enfin voilà, très bien. Mais après, vous avez fait le tour. Hein. Les autres, ils n'ont pas pris des positions très claires. Bruno Retailleau? J'ai pas entendu Bruno Retailleau prendre une position d'alliance avec l'extrême droite. Pas ouvertement, non. Écoutez, ouvertement ou fertement, je ne sais pas ce qu'il faut dire, mais enfin, moi, où on est pour, on est contre. Il n'y a pas de nuance. Puisque le danger, c'est le RN, Jean-François Copé, vous l'avez redit ce soir, il vous faut... Et LFI, les deux. Oulala, les deux. Hein. Les deux. Bon. Mélenchon, Le Pen, même combat que nous devons mener, parce que ce sont deux partis extrémistes qui n'ont rien à voir avec l'idée que je me fais, moi, de gouverner en responsabilité. D'accord. Et ça, c'est un point majeur. Il vous faut un candidat. Vous avez parlé de ce schisme à droite. Il y aura Marine Le Pen ou Jordan Bardella. Et il faut un candidat à droite ou au centre droit. Plus d'un candidat et demi, on ne sera pas au deuxième tour. Avec qui vous êtes, vous? Édouard Philippe? Alors d'abord, si on a plus d'un candidat et demi dans la droite de gouvernement, on ne sera pas au deuxième tour. Si Valérie Pécresse avait fait 12% au présidentiel, la finale, c'était Le Pen-Mélenchon en 2022. Faut le savoir, on ne parle pas de score énorme. Hein. Donc, en réalité, la situation étant ce qu'elle est, nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir plus d'un candidat à droite. Bon. Alors, inutile de vous dire que là, si on fait le compte, moi j'avais compté 9, 10, non, mais vous parlez chez vous, dans votre famille politique, beaucoup, ou au sens large? Alors, au sens large, c'est-à-dire qu'il faut qu'à droite, c'est-à-dire de la droite de gouvernement, il n'en ait qu'un. De Sarah Knafo, alors... Non, on a dit... Vous avez parlé tout à l'heure, j'écoute quand même. C'est très clair. Vous avez dit qu'il y a des macronistes de droite ou qu'il y a des gens de votre ancienne famille politique. Est-ce que ça veut dire que vous pourriez travailler pour préparer avec des gens comme Édouard Philippe, Gérald Darmanin, Gabriel Attal? Je vous rappelle qu'ils sont de chez nous quand même. Ils sont de droite. On ne sait plus très bien qui est de chez vous, là. Écoutez, si, on sait très bien. Sébastien Lecornu n'a pas l'air tellement de chez vous. Nathalie de Saint-Cric. Oui, Jean-François. Vous ne pouvez pas dire ça. Ça, c'est pas faux. Attends, vous connaissez votre histoire politique par cœur, vous. J'en ai peur. Bon, oui. Donc, il ne faut pas m'expliquer qu'on ne sait pas où ils sont. Ils ont été. Non, mais que tel ou tel se compromette, je l'ai dit tout à l'heure, et je pense en particulier à Sébastien Lecornu, c'est son choix. Mais pour autant, il vient de la droite. Bon, alors, à ma connaissance, il n'est pas devenu crypto-marxiste. Ou alors j'ai loupé un épisode. Bon, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que des gens comme Édouard Philippe, comme Gérald Darmanin, on partage quand même énormément de choses. De toute façon, je vous dis un truc, s'ils veulent tous y aller, en fait, on peut fermer la maison. C'est pas la peine de perdre de temps. Comment vous allez faire pour qu'il n'y en ait qu'un? Mais moi, je vais rien faire du tout, d'abord parce que je ne suis pas en charge. Moi, d'ailleurs, je n'avais même pas prévu de revenir dans le débat public. Si j'ai décidé de le faire après cette lamentable dissolution, c'est parce que je pense que des gens qui ont l'expérience qui est la mienne à travers mon parcours de maire de Meaux, où j'ai vu concrètement comment on pouvait, en réalité, trouver des vraies solutions là où on nous dit les banlieues c'est fichu. Non, mais vous y réfléchissez, Jean-François Copé. Vous réfléchissez à cette question, comment on fait pour qu'il n'y en ait qu'un? Mais si on veut trouver une solution, d'abord il faut attendre le lendemain des municipales, parce qu'il y aura quand même quelques clarifications. Tiens, je vous en prends une. La mairie de Paris. Bon. On n'aura pas le temps, mais c'est dommage parce que la mairie de Paris, étrange, c'est un Allez-y, sujet. on a 2 minutes encore. Écoutez, la mairie de Paris. Comment est-ce qu'on peut imaginer que Édouard Philippe et ses amis laissent Rachida Dati en risque avec la candidature de Pierre-Yves Bournazel, que j'aime bien par ailleurs. Enfin, il faut reprendre Paris. Si Édouard Philippe et les amis d'Horizon ne font pas tout ce qu'il faut pour être unis sur Paris derrière la favorite qui est Rachida Dati, moi je vous dis tout de suite, les électeurs ne leur pardonneront jamais. Mais jamais. Donc en réalité, ces sujets-là, il faudra bien à un moment ou un autre les traiter. Et au lendemain des municipales, on fera aussi les comptes. On fait sondage, on fait primaire, on fait quoi? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre aujourd'hui. Il y a pas 36, il y a une chose qui est sûre, c'est que si ces personnalités-là sont trop bas dans les sondages, il faudra qu'elles en tirent les conséquences quand même. On ne peut pas non plus y aller juste pour se tester. Édouard Philippe, je reprends. Édouard Philippe ferme sur le RN, carré sur les comptes publics. C'est celui qui est le plus proche de vous, non? Il ne doit rien à Emmanuel Macron. Mais moi, mon sujet, il est surtout de soutenir le candidat de droite de gouvernement qui proposera un projet dans lequel on va rétablir l'ordre dans ce pays et proposer un pacte de progrès aux Français, dans le domaine économique, social, environnemental. Enfin, la droite moderne, elle est à la fois ferme sur l'ordre et en même temps, elle fait confiance aux Français. Il faut décentraliser ce pays, il faut donner une nouvelle chance à la recherche scientifique, qui est aujourd'hui l'une des victimes de toute cette politique inexistante. Enfin, je ne peux pas vous faire tous les sujets, mais il faut que la droite de gouvernement
redevienne ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, avec les errements, les querelles de Il chefs. n'y a et rien tout ce sur que le vous marché savez. pour l'instant qui vous satisfasse. Pour l'instant, je vois bien le rapport des Français avec l'ensemble des responsables qu'on a cités. Il n'est pas bon. Donc il va bien falloir que d'une manière ou d'une autre, il se passe quelque chose après les municipales. Mais on joue gros, on joue juste l'avenir de la France. C'est pour ça que moi, je me battrai jusqu'au bout pour que cette prophétie autoréalisatrice de Bardella ou rien, eh bien, on arrive à la contredire fortement pour montrer que le populisme, ça peut pas être ça pour la France. Non. Merci beaucoup, Merci Jean-François à vous. Copé, d'avoir été l'invité de Tout est politique ce soir. Merci Nathalie, à bientôt. Bientôt, oui. Bonne soirée. Le JT Monde tout de suite.